À l'occasion de notre journée spéciale service public sur France Culture, nous consacrons ce club de lecture à la figure fondatrice d'André Malraux, l'un des promoteurs de la décentralisation culturelle française et l'auteur du célèbre arrêté de 59 sur la démocratisation de la culture. Ministre des Affaires culturelles pendant 10 ans, du 8 janvier 1959 à juin 1969, sous De Gaulle, il aura connu 3 gouvernements, celui de Michel Debré, Georges Pompidou, Maurice Couve de Murville. Avec les lecteurs de notre communauté, aujourd'hui, qui ont lu Malraux, nous parlons donc de son œuvre, et ceux de Babelio, représentés, comme tous les vendredis, par Pierre Croze. Bonjour Pierre Croze. Bonjour Olivia. Bonjour. Et avec nos invités, bonjour. Et avec nos invités, Sophie Doudet, maître de conférences en littérature française à l'IEP d'Aix-en-Provence, autrice d'une vaste biographie consacrée à Malraux, publiée chez Gallimard dans la collection Folio Bio. Parti pris de cette biographie, on a souvent dit que sa vie était sa plus belle œuvre, et si ses livres étaient plus grands encore. Bonjour à vous, Sophie Doudet. Bonjour Olivia. Bonjour, merci à vous d'être avec nous. C'est intéressant de dissocier les deux comme vous le faites presque à travers cette formule. Est-ce que l'œuvre n'est pas entièrement à l'image de l'homme comme on l'imagine ? Alors forcément, toute œuvre puise dans la vie de l'homme, mais il y a un grand malentendu avec André Malraux, c'est qu'à partir d'un certain moment, la figure d'André Malraux a pris le pas sur l'œuvre. Et on lui demande encore aujourd'hui de lui rendre des comptes. Donc mon objectif dans la biographie, c'était quand même de réhabiliter l'œuvre et de la faire relire et redécouvrir. Cette biographie, vous avez mis du temps à la réaliser. C'est parti d'un projet de thèse pour vous. Et ensuite, Malraux a continué à vous suivre, à vous occuper tout au long de vos travaux. C'est ça. Je suis partie d'une recherche universitaire. Et puis l'idée, c'était aussi de raconter cette vie et cette œuvre pour un grand public. Vous avez tout lu d'André Malraux ? J'ai beaucoup lu, beaucoup relu. Tout lire, on trouve encore des textes qui sont inédits. Il y a beaucoup de correspondances, il y a encore pas mal de textes, et notamment dans les manuscrits qui doivent être débroussaillés. Mais on va dire que j'ai lu l'essentiel, ce qui est déjà pas mal, c'est considérable. Oui, suffisamment pour nous en parler et partager avec nous, avec nos auditeurs aussi, vos plaisirs de lecture. C'est que vous êtes là comme spécialiste, mais aussi comme grande lectrice de l'œuvre d'André Malraux. Ce club de lecture s'ouvre donc avec vous, Sophie Doudet, mais également avec l'écrivaine et ancienne professeure de lettres Aurélie Filippetti. Bonjour. 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 Vous enseignez depuis 5 ans la politique culturelle, les humanités politiques et la littérature à Sciences Po. Par ailleurs, vous êtes depuis tout récemment directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, après avoir été ministre de la Culture de 2012 à 2014. Pour tout ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, en arrivant rue de Valois, y a-t-il un héritage, une ombre, André Malraux, si ce n'est parce que c'est quand même le premier à avoir occupé cette fonction, que le ministère des Affaires culturelles, comme on disait à l'époque, a été créé par De Gaulle pour lui ou avec lui. Oui, tout à fait, il a été créé pour lui. Et il a été fait sur mesure pour lui. D'ailleurs, De Gaulle avait demandé vraiment il avait dit à Debré, vous devez me créer quelque chose qui permette en fait à Malraux de s'exprimer. Vous allez faire un ministère pour Malraux. Et donc le ministère des Affaires culturelles, 1959, a été créé par et pour André Malraux, qui a rédigé lui-même, il a eu de la chance, son décret d'attribution, donc avec pour vocation de faire connaître et de partager les grandes œuvres de l'humanité et de la culture française et à tous les publics et en particulier évidemment aux publics qui en étaient les plus éloignés. Donc cette vocation, je dirais, du ministère de la Culture, elle est intimement liée à André Malraux. Et donc pour vous, arrivant à ce ministère, 52 ans après, 53 ans après, qu'est-ce que ça représente de voir entrer dans, alors peut-être pas les chaussons quand même d'André Malraux, mais en tout cas dans ce lieu qui a été pensé, ce ministère qui a été pensé, conçu pour lui, comme vous disiez. Une émotion énorme parce qu'évidemment, on sait très bien qu'on ne pourra jamais être à la hauteur
d'un être aussi merveilleusement brillant, polyvalent, enfin aux talents multiples, à la vie incroyable, avec un grand courage aussi, un grand courage physique. Il l'a montré lors de la guerre d'Espagne, il l'a montré dans la guerre, avec un engagement total de toute sa personne. Enfin, finalement, une sorte d'artiste en politique, et il a su manier les deux, c'est-à-dire rester artiste, écrivain, en étant en même temps dans une fonction ministre d'État. Il était ministre d'État de Gaulle, donc une fonction éminemment politique. Il est resté 10 ans à la tête de ce ministère, c'est beaucoup. Il a été un vrai ministre, je veux dire, c'était pas quelqu'un... Il a pensé les choses, il a construit, il a structuré la politique culturelle française avec beaucoup de génie et avec une imagination immense. Et en même temps, moi, ce qui me touchait, c'est que je savais, ayant lu Malraux, je savais aussi sa part profondément sombre, désespéré, dépressif. C'était un grand dépressif. Et dans les années où il a été au ministère, il y a eu des années aussi qui ont été des années de grand désarroi. Donc c'était à la fois émouvant, une grande fierté, et puis très touchant d'être là dans ce bureau qu'il avait occupé. Il y avait des photos de lui dans ce bureau. Enfin voilà, moi ça me bouleversait. D'ailleurs, il y a des commentaires, des avis de lecture de vos lecteurs de chez Babelio, Pierre Croze, sur l'œuvre évidemment d'André Malraux, et on va en parler, mais aussi sur la biographie que Sophie Doudet lui a consacrée. Et ces retours de lecture évoquent à la fois l'écrivain et l'homme qu'il était, à travers cette vie que nous raconte Sophie Doudet. Oui, la biographie de Malraux par Sophie Doudet a quelques critiques sur Babelio. Elles sont très positives, alors que l'exercice était périlleux pour certains. Elle s'est livrée, Sophie Doudet, à une analyse psychologique périlleuse du personnage, très réussie à mon goût pour un homme qui écrasait son entourage sans aucun mépris de sa formidable culture, toute discipline confondue. Avec son ouvrage, j'ai fait la connaissance d'un personnage inclassable, et si ce n'est comme porte-étendard de la culture dans ce qu'elle a d'universel. Alors, on va faire connaissance avec lui, avec l'écrivain et avec aussi l'homme d'État qu'il était. On va d'abord l'écouter avec le général de Gaulle. En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. Telles sont, mon général, les raisons qui ont guidé les femmes et les hommes qui sont devant vous. Je tenais à vous le dire en leur nom. C'est pourquoi, encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Alors c'est sûr, Aurélie Filippetti, c'est à la fois dans l'ombre d'un homme que vous êtes entré dans ce ministère de la Culture quand vous avez été ministre à l'époque, mais c'est aussi, j'imagine, à travers sa vision de la culture que vous avez dû peut-être vous positionner. Est-ce que cette vision, elle a continué à être portée par les ministres successifs, de gauche comme de droite? Est-ce qu'il y a un grand cadre, un grand cap qui avait été donné à l'époque par Malraux sur la culture, qui aujourd'hui encore persiste, subsiste en France? Alors oui, il a défini ce cadre, et ce cadre persiste, c'est-à-dire à la fois le soutien aux artistes, la diffusion à destination du plus grand nombre, c'est-à-dire à la destination de tous les publics, et en particulier des publics les plus éloignés de la culture. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, évidemment, la conservation du patrimoine, sa valorisation et sa transmission. Donc ces trois aspects qui ont été en quelque sorte structurés par Malraux ont persisté et sont encore les trois piliers du ministère de la Culture et de l'action culturelle
aujourd'hui. Bon, après, il faut quand même rappeler qu'avant André Malraux, il y avait eu Jean Zay, par exemple, qui avait été un grand ministre des Beaux-Arts. Évidemment, Malraux n'est pas parti d'une terre vierge, mais il a aussi structuré des grandes lois. La loi, par exemple, évidemment, qu'on appelle la loi Malraux, qui permet de rénover les centres-villes historiques avec tout un tas de processus fiscaux notamment, qui rendent possible de restaurer un patrimoine bâti qui était menacé finalement de disparaître parce que trop cher, trop coûteux à restaurer. Il a posé des grands axes sur l'architecture, la politique de la création, le soutien à la création. Il a un apport qui est considérable en matière de politique culturelle. Donc oui, son legs est encore tout à fait d'actualité. Après, il y avait une vision de la culture qui était un peu mystique, je dirais. C'est l'idée qu'il avait d'une rencontre de l'individu avec l'œuvre, finalement presque indépendamment de tout contexte et de tout déterminisme social. Ce qu'on retrouve notamment dans la Métamorphose des dieux. Bien sûr, qu'on retrouve dans toute son œuvre. Évidemment, cette dimension-là, elle a été, elle n'a pas disparu parce qu'il y a toujours la question de l'intersubjectivité en art, elle est fondamentale. Évidemment, on est touché, on est ému, et quel que soit son parcours, mais on sait très bien qu'avoir des processus de médiation, d'accompagnement, c'est très important. Sophie Doudet, est-ce que cette vision de la culture que vient d'évoquer Aurélie Filippetti, on la retrouve dans son œuvre? Est-ce qu'il la développe? Est-ce qu'il la détaille dans ses livres? Alors, oui. D'abord, il commence par ça. En fait, le rapport de Malraux à l'art, et pas simplement à la littérature, à la création artistique, il est au début... d'abord, il est dans son amour des livres et dès son adolescence. Et ensuite, dans les premiers écrits qu'il fait, notamment des articles de critiques littéraires. Et puis, il insuffle dans tous ses romans, et notamment dans La condition humaine, il y a des personnages d'artistes. Et évidemment, après, il y a la bascule après la Seconde Guerre mondiale, quand il va commencer à écrire véritablement des livres d'histoire de l'art ou d'anti-histoire de l'art. Et effectivement, cette conception de l'idée, en fait, d'abord, que la création artistique est un geste contre ces forces dont il parlait tout à l'heure dans le discours que vous avez fait écouter, et qui sont des forces du destin, qui peuvent être celles du totalitarisme, de l'arbitraire, mais qui sont aussi celles de la mort, au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire l'absence de sens de la condition humaine. La création artistique, c'est le geste que les hommes offrent en face, finalement, de tout ce qui les écrase. Et ça, évidemment, ça énerve à la fois, évidemment, son œuvre, mais aussi la manière dont il va défendre la culture quand il sera aux manettes au ministère des Affaires culturelles. Ça implique la notion d'héritage, de défendre cet héritage, de le valoriser, c'est le patrimoine. Ça implique de, évidemment, valoriser la création et de la promouvoir, mais aussi l'idée qu'un pays, et c'est aussi un des points, quand il est au ministère, peut rayonner par le biais de son héritage artistique et de la valorisation qu'il propose de la culture. C'est l'idée d'un soft power ou d'une diplomatie d'influence qui est encore aujourd'hui capitale, à la fois dans le cadre du ministère de la Culture, mais aussi, par exemple, dans le cadre du ministère des Affaires étrangères. Tout au long de sa vie, André Malraux a écrit. À 18 ans seulement, il publie son premier livre, Lunes en papier, collaborateur aussi au début des années 30 de la Nouvelle Revue Française. C'est dans ces années-là qu'il publiera deux de ses romans les plus célèbres, Les Conquérants en 1928 et La Condition humaine, qui sera prix Goncourt en 1933. Alors il va aussi combattre contre le régime colonial et la situation en Indochine, mais également, on peut souligner, vous l'avez fait à l'instant Aurélie Filippetti, son engagement aux côtés des républicains espagnols que l'on retrouve dans son roman L'Espoir, paru en 1937. Après-guerre suivront notamment, que je parle des livres, Les Voix du silence ou encore La Métamorphose des dieux, cet essai sur la création esthétique. Mais c'est aujourd'hui la part plus autobiographique de son œuvre qui nous intéresse, le Malraux des anti-mémoires, publié en 1967, que vous avez lu l'une et l'autre, Sophie Doudet, Aurélie Filippetti. Et qui peut commencer à nous parler de cet objet littéraire hybride, Sophie Doudet ? Alors, c'est des anti-mémoires. Quand on ouvre l'ouvrage, on pourrait s'attendre à avoir des secrets ou tout simplement un récit de Malraux aux commandes ou avec le général de Gaulle, ce qu'on a d'une certaine manière, mais on a surtout un texte romanesque, narratif, une fiction qui est assumée comme telle. Il dit « j'ai rêvé » à propos du général de Gaulle, il dira « j'ai rêvé d'un Gréco ». Donc, on a véritablement une volonté de créer un texte littéraire, un objet littéraire,
où on croise à la fois des éléments biographiques, des éléments rêvés, fictifs, des personnages, un monde. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que quand il commence à l'écrire, déjà, il va pas bien, ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est le moment où au ministère, pour plein de raisons, il a des problèmes qui sont à la fois personnels, mais aussi peut-être une forme de désintéressement par rapport au côté un peu intendance, ou en tout cas très technique qu'implique le ministère. Et il a le sentiment, on est à l'aube des années 70, que le monde est en train de s'effilocher, que le monde qu'il a connu est en train de basculer vers autre chose, une civilisation sans temple, de la technologie. Et il est à la fois émerveillé de ce qui arrive, mais aussi teinté d'une forme de mélancolie. Et c'est vrai que les anti-mémoires peuvent déstabiliser parce qu'elles sont très construites et en même temps un peu juxtaposées. Elles font une sorte de collage un peu cubiste de ces morceaux de vie et de monde et d'univers. Et en même temps, ce qui est le fil conducteur, c'est justement le poème face à la mort. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme qui est au seuil de sa vie peut dire du monde qu'il a connu et de ce qui va advenir, et qui le rend extrêmement curieux et poreux à ce qu'il appelle l'intemporel, c'est-à-dire ce qui va surnager de la précarité du monde. Qu'est-ce que les lecteurs de Babelio ont pensé de ce livre, Pierre Croze? Oui, alors ce sont surtout les romans qui sont lus et commentés sur Babelio, mais effectivement, les anti-mémoires ont beaucoup de lecteurs, ont beaucoup de commentaires. C'est la richesse des réflexions qu'il propose qui sont saluées, à la fois analyse politique, réflexion artistique et dialogue métaphysique. Sophie en a un peu parlé. Ce livre dévoile la complexité de son auteur à travers celle d'un monde multiple, foisonnant, dangereux et perdu. Chez Malraux, tout est toujours en mouvement. C'est sans doute cela qui nous étourdit. Et peut-être un deuxième élément, quelque chose qui est assez apprécié, c'est la façon dont on peut lire ces anti-mémoires comme des romans. Ces mémoires qui en refusent l'étiquette sont écrites comme des romans, comme un retour sur les thèmes d'une écriture sur l'espoir, sur la condition humaine, sur le mythe gaulliste. Le fil conducteur est la vie face à la mort. Il raconte quelques expériences personnelles avec tout son talent de romancier et l'exaltation de son goût pour l'aventure, la traversée d'une tempête dans un vieux coucou des années 30, une attaque au char d'assaut en 1940, un interrogatoire par la Gestapo, un simulacre d'exécution, toujours des scènes où il se trouve en danger. Est-ce que vous avez été, Aurélie Filippetti, étourdie ou déroutée, comme Sophie Doudet et les lecteurs de Babelio l'évoquent, par ce livre, par ces anti-mémoires? Très émue, parce qu'en fait, c'est une confrontation à la mort. Et une confrontation à la mort qui passe aussi par l'évocation du rôle de l'art face à la mort. Dans son dialogue avec l'art, avec les artistes, dans tout ce qu'il a écrit sur l'histoire de l'art, Malraux a une obsession, c'est au fond, l'art est un témoignage de civilisations disparues qui, au fond, survivent grâce à l'art, grâce à la création. Et ça, il est en permanence face à ce vertige. L'art nous dit la mort et nous dit aussi une manière de survivre à la mort. Et il y a ces réminiscences, effectivement, ces collages, ces associations d'idées. Je pense notamment à la fin des anti-mémoires, ce moment où l'évocation du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, donc un grand moment de la geste en quelque sorte de Malraux, immense discours évidemment, avec une dimension très fortement aussi autobiographique. Parlant de Jean Moulin, il parle évidemment aussi de lui-même, et il parle de Gaulle, et il parle de cette forme d'épopée glorieuse. Mais le transfert des cendres de Jean Moulin lui évoque la résistance et les armes qui avaient été cachées par les résistants dans la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, où lui-même est allé comme ministre de la Culture et qui est menacé de disparition à l'époque, en 67, parce que des champignons viennent en fait envahir les parois et les peintures murales. Et donc voilà, cette évocation comme ça de ce monde en train de disparaître, ce monde de l'art en train de disparaître, de ces résistants qui ont disparu, enfin tout ça est assez vertigineux et très beau, très beau.
Autre témoignage littéraire important et peut-être une deuxième lecture à vous conseiller, chères auditrices et auditeurs aujourd'hui, c'est en tout cas le choix de 2 lecteurs de notre club des livres. Charlie et Annelise sur Instagram nous parlent avec intérêt pour l'un et avec gourmandise, on peut le dire, pour l'autre, de cet autre livre de André Malraux, Les chaînes qu'on abat, qui a été publié en 1971, compte rendu d'une conversation que Malraux a eue avec le général peu avant sa mort. Et c'est une œuvre testament du gaullisme aussi. On écoute ces 2 avis de lecteurs. Alors moi, je ne vais pas vous parler du Malraux ministre ou du Malraux romancier, mais plutôt du Malraux autobiographe. Et le livre majeur, d'après moi, de cette partie de la vie de Malraux, c'est indéniablement Les chaînes qu'on abat. C'est un livre où, au travers d'un échange, en fait, avec le général de Gaulle, on apprend, on comprend qui est Malraux. Un Malraux éclectique, comme souvent, un Malraux politique, mais aussi philosophe, un Malraux historien et même un Malraux romancier. Puis c'est aussi un récit qui fait appel au temps qui passe. Malraux nous embarque littéralement avec lui à Colombey, mais pas seulement, aussi au travers de son récit, dans le monde des géants, dans le monde des derniers chênes de l'histoire dont fait partie le général. On comprend à travers cet ouvrage que le Malraux de la deuxième partie de sa vie est indissociable du gaullisme. Il est le gaullisme et il veut incarner cela. Cette rencontre avec l'écriture de Malraux a été incroyable. Tant d'émotions, tant d'humanité se retrouvent dans ces phrases. Avec encore les pièces de cette demeure en tête, je les voyais s'animer. Madame de Gaulle et ses repas, les verres de vin qui s'enchaînent, le chat qui passe, puis les ballades, les mots. On se rendait compte qu'on était à quelques années, quelques mois de la fin de vie du général de Gaulle, mais pourtant il était aujourd'hui avec nous. C'était pour moi un voyage dans le temps, une découverte à travers des personnages et une époque que je n'ai pas connue. Et cela était bien plus agréable, peut-être moins objectif cependant, qu'un livre d'histoire. Sophie Doudet, en réaction à ces 2 avis de lecture laissés suite au hashtag Book Club Culture, est-ce que vous diriez aussi qu'ils étaient indissociables, les 2, le général de Gaulle et André Malraux, aussi sur leur conception du rôle du service public culturel, de la culture, dans le soutien que le service public peut apporter à la culture? Alors, indissociable, indéniablement, sur cette question-là, ça serait à voir. Je pense qu'ils sont indissociables dans leur rapport à l'histoire, dans leur rapport à une certaine forme de grandeur. Il y a une très belle photo qui représente Malraux et de Gaulle dans un jeu de reflets. Ils sont en train de regarder une vitrine et on voit de Gaulle dans la vitrine et Malraux au premier plan. Effectivement, ils sont indissociables. Je dirais que Malraux est très attaché à de Gaulle. L'inverse est sans doute moins intense, sans doute, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Malraux a apporté quelque chose d'absolument indispensable et que peut-être de Gaulle dont il n'avait pas véritablement eu l'intuition, c'est cette idée qu'il ne faut pas mettre la culture uniquement à Paris. Donc il faut aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des publics éloignés. Alors pour Malraux, c'est surtout la province, c'est l'idée d'aller ouvrir des maisons de la culture à Amiens et pas simple, enfin si vous voulez dans le territoire français, et de diffuser des images, de la musique, de diffuser des livres. Et donc il y a cette volonté de démocratisation qui est à mon sens un élément majeur et peut-être l'élément fondamental de cette rencontre unique entre Malraux et de Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui est la France, la grandeur de la France, et il passe par un peuple avec lequel il faut établir un lien, et la culture peut être un de ces liens. C'est pas le seul. Il y a la politique, il y a l'histoire, mais la culture est un élément fondamental qui relie les 2 hommes et qui les relie à la population française. Sur le rôle de l'État, Aurélie Filippetti, pour promouvoir, soutenir la culture partout en France. Je pense que tous les 2, de Gaulle et Malraux, ont la vision de l'État comme l'une des formes de transcendance, en fait, et qui sont tous les 2 très attachés à cette transcendance. Pour Malraux, pour de Gaulle, c'est évidemment un rapport à l'histoire, c'est-à-dire que l'État permet d'inscrire, au fond, l'homme dans l'histoire, et dans une histoire qui dépasse son individualité. Pour Malraux, c'est un rapport, effectivement, enfin, c'est à travers la culture, l'art, hein, et que l'État doit permettre justement de donner accès. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais de donner accès, encore une fois, à l'ensemble du peuple
français, voilà, à ces merveilles de l'humanité qui nous permettent d'accéder à cette transcendance. Donc tous les deux ont ce rapport oui, quasi mystique à la politique et à l'État. Et par ailleurs, je pense que De Gaulle est aussi, et c'est un aspect qui ressort dans les dernières biographies, je pense à celle de Julian Jackson notamment, mais au fond, De Gaulle est aussi un intellectuel. C'est évidemment aussi un écrivain, mais c'est quelqu'un qui réfléchit au sens de l'existence, qui réfléchit à inscrire aussi son action dans une durée. Et ça, il y a ce dialogue-là entre eux qui est fondamental. Malraux est en quelque sorte le pendant artiste de Gaulle, ou l'artiste peut-être que De Gaulle aurait pu être s'il n'avait pas fait le choix des armes. Mais en tout cas, il y a évidemment entre eux une grande complémentarité. Ça me semble absolument évident, porté par cette vision de l'État et cette notion de l'État au service évidemment d'une vision politique pour le peuple, pour une certaine idée de la France. Pour Malraux, ça s'incarne par l'art, par la culture, et il fait évidemment les maisons de la culture, bien sûr, qui permettent justement de montrer partout. Mais alors que le général de Gaulle est un politique jusqu'au bout des ongles, c'est plus ambivalent pour André Malraux. Hein. C'est ce que vous racontez dans votre biographie aussi, Sophie Daudet, ce rapport peut-être moins naturel à la fonction de ministre qu'il pouvait avoir, et vous racontez cet échange qu'il a avec Picasso. Croyez-vous que je sois ministre, hein? Pour lui, c'était pas un engagement si simple. Son engagement pour la culture était évident, pour l'État ou le service public était plus ambivalent chez lui? Je pense que ça portait pas ce nom-là, c'est-à-dire que la notion de service public, elle est... Enfin, elle apparaît pas même sur le plan lexical dans l'œuvre ou dans les écrits de Malraux. Il y a véritablement une volonté de s'inscrire dans l'histoire qui, au départ, est personnelle. Enfin, elle est se créer un destin, exister, devenir quelque chose, laisser une trace dans l'histoire, comme on laisserait une trace sur une feuille ou sur une carte. Et ce qui caractérise peut-être la vie de Malraux, c'est le fait d'avoir cette constance dans la volonté d'exister, de laisser quelque chose en face du destin. Et la manière dont ça s'incarne et ça se métamorphose dans l'action politique, l'antifascisme, dans l'écriture, souvent par compensation. Il écrit au moment où le réel est déceptif, où lui tourne le dos. Et il y a des moments uniques comme dans l'Espoir où c'est contingent, enfin où c'est convergent, l'histoire et l'écriture. Et puis évidemment, il y a la politique, dans un premier temps dans le cadre de la résistance, autre côté du gaullisme et en tant que ministre. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Et il redevient écrivain, il ne l'a jamais cessé, mais si vous voulez, on a l'impression qu'il y a des sortes de polarisation dans sa vie, avec cette constance de exister au départ par soi-même et pour soi-même, et de découvrir la collectivité, c'est-à-dire de découvrir qu'on ne peut pas exister seul et qu'il faut exister dans une communauté. Et cette communauté, elle va être d'abord politique, aux côtés des communistes, aux côtés de ceux qui luttent contre l'injustice, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va devenir nationale, avec cette fascination et cette rencontre, hein, vraiment entre deux hommes, avec De Gaulle, et cette admiration véritablement énorme qu'il a pour De Gaulle, et qu'on lui a reproché parfois, mais qui s'explique dans la volonté justement de croiser l'histoire, de la faire et de la croiser et de l'admirer quand elle n'est pas lui, mais qu'elle est admirable. Et qui se retrouve notamment dans Les chaînes qu'on abat, cet autre livre qu'on évoquait à l'instant, De Gaulle presque érigé en mythe aussi par André Malraux, avec, je ne vous l'avais pas donné tout à l'heure, mais cette critique d'une lectrice-auditrice du Book Club de France Culture, qui elle a été plutôt atteinte, hein, un peu agacée par le style de ce livre. Ce n'est pas tant le but, mais la forme qui l'a visiblement freiné dans sa lecture. Le style enchaîne les sentences gravées dans le marbre, la pompe
nous dit-elle, et c'est Tiffaine qui nous dit ceci. Il est 13h20 sur France Culture. C'est la suite de ce book club consacré à la figure fondatrice d'André Malraux, l'un des promoteurs de la décentralisation culturelle et sûrement l'un des pères de la démocratisation de la culture, avec nos deux invités, Sophie Doudet, autrice d'une biographie Malraux à son sujet, et Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, écrivaine et aujourd'hui directrice des affaires culturelles de la ville de Paris. Et bien sûr, Pierre Croze de Babelio. Et je me retourne vers vous, Pierre Croze, justement, parce que les lecteurs de Babelio mettent surtout en avant ses romans, et surtout la condition humaine. Prix Goncourt, peut-être pour vos lecteurs, le chef-d'œuvre de Malraux, le plus connu, en tout cas, et le plus populaire de ses livres, assurément, aux yeux de tous. Oui, tout à fait, c'est le plus populaire sur Babelio. Il y a des livres qui vous font grandir, qui vous conduisent vers une compréhension exhaustive du monde et de ses particularités. Cette œuvre, La condition humaine, en fait clairement partie. C'est un véritable bijou qui dépeint sans phare, sans ni détour, les sentiments et les aspirations, les luttes et les ambitions des hommes peuplant ce qui devra devenir la République populaire de Chine. Et alors le deuxième roman le plus populaire, le deuxième ouvrage même le plus populaire de Malraux sur Babelio, c'est L'Espoir, qui a aussi une valeur historique et qui est un roman sur l'engagement, un livre de référence sur la guerre d'Espagne, pas sur les événements militaires, mais sur ces hommes qui, dans un combat sans merci et de plus en plus désespéré, s'engageaient pour rester debout malgré tout. Son analyse des mouvements fascistes et communistes encore en gestation à cette époque est d'une rigueur et d'une acuité rares et en font à la fois un témoignage de valeur et un grand roman sur l'engagement, quelle que soit la forme. Sophie Doudet, quel est votre Malraux préféré ? C'est celui de L'Espoir et de la condition humaine. Bon, et après, évidemment, celui des Voix du silence. Mais oui, moi, je rentre dans Malraux quand je suis jeune, quand je lis La condition humaine pour la première fois. Étrangement, alors que ça me parle de choses qui sont lointaines, la Chine, qui sont anciennes, on est dans les années 30, à l'aube des années 30, je suis éblouie par ce qui est dit sur la mort, c'est-à-dire comment des gens essaient de donner un sens à leur existence alors qu'ils ne croient plus en Dieu. Qui sont parfois désespérés, qui sont atteints par toutes les formes de destin, maladie, injustice, écrasement, adultère, enfin tout ce qui peut bloquer dans une existence et figer et fusiller les gens. Et comment ils soit n'arrivent pas à transformer ce ressentiment, cette frustration, cette inquiétude, cette angoisse face à l'absence de sens, soit ils bloquent et ils n'en font rien, soit ils la transforment en générosité, en art, en amour, en sacrifice, en don de soi. Et voilà, quand on a 20 ans, c'est éblouissant. Et après, évidemment, il y a l'espoir. Alors l'espoir, c'est peut-être un livre qu'on appréciera davantage à la maturité, parce que c'est un livre qui est éclaté en termes de composition, qui parfois perd le lecteur avec des dialogues qui sont très proches du théâtre, enfin on ne sait pas qui parle parfois, etc. Donc il y a un arrière-fond historique qui peut se troubler et qui peut dépasser un peu le lecteur d'aujourd'hui. Et en même temps, c'est un livre qui est quasiment fait au moment et au milieu de la guerre. Et c'est en ça que souvent, il est le plus aimé des gens qui aiment Malraux, les Malrussiens, comme on les appelle, parce que c'est probablement celui où Malraux est le plus lui-même quand il écrit. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans la métamorphose que implique toute création littéraire. Il faut du style, il faut de l'écriture. Et en même temps, il transforme ce qui est le réel en une œuvre d'art dans le temps même. C'est-à-dire que c'est 1937. Merci Sophie Doudet. Il nous reste moins d'une minute. Aurélie Filippetti, avec vous, c'est une journée spéciale service public aujourd'hui, avec des S à service et public, mais sur la culture. Est-ce qu'il y a un livre qui vous avoue, dans votre parcours aussi intellectuel et politique, marqué un auteur, même pas Malraux, qui partage votre conception de la culture et qu'il est important de lire aujourd'hui? Moi, il y a un auteur, un critique d'art merveilleux, c'est Daniel Arras, qui a écrit sur la manière dont on regarde une œuvre d'art et dont on peut faire, comment faire partager ce regard à des gens qui n'ont pas forcément eu un parcours, des études, etc., pour se former à ça. Et tous les livres, tous les ouvrages de Daniel Arras sur l'art sont à la fois d'une précision, d'une érudition hors pair, et en même temps, ce sont des livres de vulgarisation, au beau sens du terme, de démocratisation d'accès à l'art. Voilà, historien d'art, Daniel Arras, dont son livre peut être l'un des plus célèbres, Le Détail. Oriane Delacroix, notre programmatrice, avait très envie d'en faire un book club, donc très
prochainement. On sait déjà qui inviter pour nous en parler dans cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aurélie Filippetti d'avoir été avec nous et merci Sophie Doudet. Malraux, votre biographie apparue chez Folio. Un grand merci Pierre Croze. Il est 13h25 sur France Culture. C'est l'heure de Linky Pit de Mathias Sénard. Les 13 extrêmes Incipit de Mathias Sénard aujourd'hui, à vous. Intéressons-nous aujourd'hui aux incipits de l'extrême. L'extrémisme du début, c'est-à-dire non pas les premières phrases des romans de l'extrême, d'aventuriers jusqu'aux boutistes du danger physique ou littéraire, de phrases ou d'écritures blanches, de neige lointaine, de langue poudreuse, vierge de toute trace, non point. L'extrémisme de l'incipit qui va nous intéresser aujourd'hui est poussé dans ses retranchements, voire à sa dernière extrémité. Un incipit qui est à la fois le début et la fin, l'alef et le ya, l'alpha et l'oméga d'un récit dont il constitue la seule et unique phrase. Et oui, cela existe. Je ne parle pas ici des tentatives plus ou moins réussies de romans abolissant le point, mais de textes réellement constitués d'une seule phrase, d'une seule période ou presque, le début en étant autant le début que la fin. Un des exemples les plus célèbres de ce que nous avons coutume d'appeler donc un micro-récit est cette nouvelle de l'écrivain facétieux et guatémaltèque Augusto Monterroso, nouvelle publiée en 1959 dans un recueil intitulé « Œuvres complètes et autres nouvelles », qui a pour titre « Le dinosaure » et que je vous lis in extenso. À son réveil, le dinosaure était encore là. Une majuscule, un point, une histoire. Je vous passe les questions de traduction. Vaut-il mieux traduire « Le dinosaure est encore là » ou « toujours là » ? Lorsqu'il se réveilla, le dinosaure était toujours là. Quelle que soit la solution que l'on choisisse, il est clair que face à cette nouvelle préhistorique qui se prête à de très nombreuses lectures, une de nos seules certitudes est la suivante. L'incipit et l'explicite, ici, ne font qu'un. L'exercice est amusant et peut vous délasser, chères auditrices et auditeurs. Écrivez une nouvelle en une seule phrase, avec au moins 2 personnages, une action, comme, deuxième exemple, celle-ci, c'est moi qui l'écris, « Malgré mes pleurs, son corps se refusait à disparaître dans la fosse ». Une autre star de cette discipline du micro-récit est cette nouvelle poignante attribuée à tort, semble-t-il, à Ernest Hemingway. À vendre, chaussures pour bébé, jamais portées. 7 mots terribles pour une histoire affreuse qui s'écrit surtout dans l'arrière-plan, dans le drame que l'on imagine et les tristes raisons pour lesquelles ces chaussures d'enfant n'ont jamais été portées. Car nous, lecteurs, sommes portés justement sur le tragique. Il est bien évident qu'il y aurait une infinité de raisons pour lesquelles ces souliers auraient pu se retrouver en vente. La première d'entre elles étant bien sûr non pas la disparition du bébé en question, mais leur terrifiante laideur. Ou encore, plus simplement, le fait qu'elles aient été offertes par la tante Marjorie, que nous haïssons. Nous haïssons la tante Marjorie, et il est donc simplement hors de question que bébé porte des chaussures offertes par tante Marjorie. Chaussures que nous allons donc immédiatement revendre sur la première plateforme internet venue. Et voilà comment transformer l'horreur d'un infanticide en sympathique comédie familiale. Désolé Ernest, pardonne-nous. Merci beaucoup Mathias Sénard. Cette chronique ainsi que l'ensemble de l'émission est à retrouver sur radiofrance.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. Un grand merci à Mayalène Despio-Couré et à Didier Pinault qui ont préparé cette émission, à Oriane Delacroix qui l'a programmée. Merci à Laura Dutèche-Pérez pour sa coordination. Lundi, dans le Book Club, on parlera poésie et roman, d'amour. Qui a su le mieux trouver les mots pour le dire ? Vous pouvez nous répondre, #BookClubCulture.